Midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et oui, nous allons revenir sur cette guerre entre France Télévisions et les chaînes du groupe Bolloré, en particulier CNews. Hier, Delphine Ernotte a accordé une interview au journal Le Monde, interview dans laquelle elle déclare: CNews est une chaîne d'extrême droite. À un moment, il faut dire stop. Est-ce qu'elle est dans son rôle? On en parle ce matin avec Philippe Bailly. Bonjour, président directeur général de NPA Conseil. Bonjour Valérie. Vous êtes spécialiste des médias. Et Pascal Bataille qui est resté avec nous, animateur, producteur. Et c'était intéressant de vous avoir sur ce débat. On est quand même dans une situation totalement inédite, Philippe Bailly, d'une violence verbale entre ces deux groupes et avec ces déclarations de Madame Ernotte qui sont assez interpellantes. On a une violence effectivement qui monte semaine après semaine. Qui a commencé au printemps avec, on a rarement vu une ministre de la Culture aller sur une antenne du service public, Inter en l'occurrence, pour expliquer que le service public n'était pas ce qui devait être, et de manière très cash. Il y a eu l'épisode de la vidéo, et là effectivement ça monte encore dans les tours, avec deux niveaux. Il y a d'un côté les dérapages verbaux. Il me semble qu'il n'est pas de la responsabilité d'une présidente de France Télévisions de rentrer dans le jeu politique d'une certaine manière, dans le champ politique, en qualifiant en public, CNews en public, oui, bien sûr, de chaînes d'extrême droite, mais de la même manière, ça pourrait faire sourire si c'était pas un petit peu désolant. Je trouve que quand Pascal Praud fait la victime, fait le petit mouton fragile, expliquant qu'on lui met une cible sur le dos. Au technicien. Je pense qu'il ne doit pas beaucoup s'écouter lui-même et écouter beaucoup ses émissions qui passent leur temps à faire du tir au pigeon ou du tir. Donc, quand on est sniper en chef, c'est étonnant voilà. Mais donc il y a ce niveau-là. Les propos sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, je veux pas défendre spécifiquement Pascal Praud, mais les propos sont pas tout à fait les mêmes. Quand elle dit c'est une chaîne d'extrême droite, elle s'adresse aussi à des gens qui peuvent réagir de façon violente quand on agite le chiffon de l'extrême droite. Pascal Praud lui dit il n'y a pas de pluralisme dans le service public. C'est un petit peu différent. Oui, Pascal Praud, encore une fois, moi, je suis pas ces émissions au quotidien, mais j'ai quelques souvenirs, par exemple, du jour où je l'ai vu, mais lyncher le patron de RSF, dont je perds le nom à l'instant, qui est décédé dans l'intervalle, mais qui s'est fait vraiment, encore une fois, lyncher, qui n'est jamais arrivé à enchaîner plus d'une phrase, alors que Praud l'avait fait venir sur son plateau. C'est un exemple que j'ai en tête, malheureusement ou heureusement, je pense qu'il y en a au quotidien, et on pourrait prendre d'autres tranches de CNews et arriver au même constat. Sur les mots, en tout cas sur la violence, elle est effectivement extrêmement importante, avec une responsabilité, à mon sens, de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas adapté ou n'ont pas fait un certain nombre d'adaptations et d'évolutions au paysage audiovisuel, faute d'une vraie grande loi entérinant le fait qu'on a changé d'air, qu'on n'est plus dans la télé avec 5 chaînes d'il y a 20 ans, mais on est digital aujourd'hui. Pascal, comment vous avez réagi, vous, comment vous réagissez à cette violence ? Je suis effectivement, moi, assez effondré par le niveau général, parce qu'on parlait tout à l'heure, dans le débat qui a précédé, de liberté d'expression. Déjà, en fait, c'est le niveau d'intolérance générale qui est celui de notre pays globalement, celui du débat dans notre pays globalement, qui est là, qui trouve là une forme de crispation dans cette guerre entre médias. Alors évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bailly sur le rôle de Madame Ernotte, qui n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points, me semble-t-il, sur les autres médias, en tant que présidente de France
Télévisions, voilà, qu'elle s'occupe de ce qui est de son ressort, c'est-à-dire le bon fonctionnement de ses antennes. Quand on critique ses programmes, quand non, on mais dit je pense que France Télévisions est woke, quand on dit qu'ils sont pas à la hauteur, on ne fait rien. Alors non, j'ai pas dit qu'il fallait qu'elle fasse rien. Elle peut défendre ses antennes sans accuser les autres d'être ceci ou cela. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en l'occurrence, c'est pas à elle de distribuer les bons et les mauvais points. C'est la façon dont elle le fait, et c'est la forme, effectivement, qu'elle défende ses antennes, qu'elle prouve qu'effectivement le pluralisme existe, contrairement à ce que dit notre ami Pascal Praud, que j'adore, qui est un bon copain, mais dont je ne partage ni les idées, ni la façon forcément d'animer son émission en faisant un pluralisme à lui, où Jean Messia vient débattre avec Jean Messia. Si tu veux, il y a un moment. On ne reçoit pas Jean Messia en l'occurrence, mais. Là, on assiste à un truc où chacun, ça me fait penser à cette histoire c'était Nadine Morano qui disait mais j'ai une amie noire, une amie musulmane. Et là, c'est un peu chacun ressort sa caution. Hier, il y avait Thomas Legrand qui, pareil, disait mais regardez, on a Dominique Seux, et c'est toujours Dominique Seux des Échos qu'on ressort, et Pascal ressort, Pascal Praud, que je connais aussi bien, ressort des André Valigny. Enfin, chacun a son alibi entre guillemets. Oui, chacun a son alibi, mais sauf que en l'occurrence, on peut demander légitimement au service public d'être éclectique et de refléter l'ensemble des opinions en France, alors que si CNews veut être clairement une chaîne privée, une chaîne d'opinion, et le revendique de plus en plus, c'est son droit le plus strict. Bon, maintenant, moi, pour très spectateur des chaînes et radio de l'audiovisuel public, j'ai quand même le sentiment que il y a une forme de pluralisme assez soutenue, et que les accusations permanentes qui disent que le service public est à gauche, ça me semble pas au quotidien ce que je vois moi sur les antennes. Alors je vais vous sortir 2 sons médias et puis un son musical. Et puisqu'on en parlait, hier donc Thomas Legrand était l'invité de Quotidien. Il est revenu sur la collusion entre les journalistes politiques. Vous pourrez aller voir le replay, mais bien sûr aussi sur ses propos engagés sur Rachida Dati. Et vous allez voir, il s'est justifié en disant qu'il y avait une erreur d'interprétation sur la façon dont il voulait parler de Rachida Dati. C'était hier dans Quotidien. En réalité, il y a nous les commentateurs politiques, on a 2 sortes d'hommes et de femmes politiques à commenter. Ceux qui, par exemple, comme Bruno Retailleau, a des idées qui sont ce qu'elles sont. Elles sont très conservatrices, ce ne sont pas les miennes. Quand je parle de Bruno Retailleau, je parle de ses idées, j'essaye de les mettre en perspective par rapport à l'histoire, etc. Quand on traite de Rachida Dati, il faut d'abord enlever le papier peint de la communication, enlever le papier peint de l'outrance, et on cherche les idées à commenter. Alors évidemment, c'est de ça que je parlais, parce que tout ce rendez-vous, c'était un rendez-vous avec 2 socialistes qui m'avaient sollicité parce qu'ils n'étaient pas contents de papiers que j'avais fait sur les socialistes, sur Olivier Faure, et ils n'étaient pas contents de papiers d'articles que Patrick Cohen avait fait sur France Inter, cette fois-ci, moi toujours sur Libération, et c'était une explication de gravure. Et ce genre de déjeuner ou de rencontre, il y en a souvent? Mais oui, il y en a souvent. Alors moi, avec des gens de droite aussi? Mais bien sûr. Voilà, c'était dans l'idée de mettre à jour derrière le maquillage de Rachida Dati. Ça a été un peu son explication hier. Aux États-Unis, je vous en avais parlé dans votre débat, les critiques sur Charlie Kirk. Vous allez voir, il n'est pas de bon ton de critiquer Charlie Kirk. Il y a même une chasse organisée sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé de Jimmy Kimmel dans votre débat. Écoutez bien ce reportage sur France 2. Ça fait un peu froid dans le dos. Ding dong. Le sorcier est mort. Il s'était réjoui de l'assassinat de Charlie Kirk, ou avait simplement refusé de s'en attrister. Pour un commentaire sur les réseaux sociaux, ils ont été licenciés du jour au lendemain. J'ai répondu à quelqu'un en disant que Kirk était en train de brûler en ce moment, car je pense que ce n'était pas une très bonne personne. Le ministère du Travail m'a viré pour ce commentaire sur Instagram, même si c'était un compte privé. Et il est loin d'être le seul. Depuis l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, une chasse à l'homme s'est organisée sur Internet, menée par des militants républicains. J'aime traquer sur Internet les gens qui se moquent de la mort de Charlie Kirk et les dénoncer à leur employeur. Des dizaines de personnes ont ainsi été renvoyées. Pompiers, employés de compagnies aériennes, enseignants. Vous êtes viré. Leroy, viré aussi. C'est assez fort comme reportage de France Télévisions. Hein.
Hier, dans Envoyé spécial, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait un reportage en Corée du Sud. Alors, on ne fait plus d'enfants en Corée. Du coup, il y a un problème puisque l'immigration est presque quasi nulle là-bas et ça pose un problème, évidemment, d'un manque de travailleurs. Mais pour le moment, pas question pour les Coréens de faire des enfants. Et du coup, ils préfèrent adopter des chiens. Le dimanche matin, dans les parcs de Séoul, on croise plus de couples avec des animaux de compagnie qu'avec des bébés. En 2023, les ventes de poussettes pour chiens ont dépassé celles des poussettes pour enfants. On n'a pas du tout le projet d'avoir des enfants. On y a beaucoup réfléchi, mais déjà on s'est marié un peu tard. On avait 38 ans. Et c'est pour des raisons financières qu'on s'est marié si tard. Ça coûte très cher de se marier en Corée. Et puis, comme on s'est marié tard, forcément, c'était plus compliqué de faire des projets d'enfants à cause de l'horloge biologique. Mais ce qui nous a vraiment décidé à ne pas faire d'enfants, c'est l'aspect financier, le coût que ça représente. Je ne savais pas dans quelle mesure je pourrais continuer à travailler si j'avais un bébé. Je me suis rendu compte que notre société n'est pas vraiment faite pour qu'on y élève des enfants. Et je me suis dit que ce serait une charge trop lourde à porter. Plus de 40% des Sud-Coréens en âge de procréer disent ne pas vouloir d'enfants. L'État sud-coréen a pourtant investi 193 milliards d'euros pour tenter d'enrayer l'effondrement de la démographie en vain. Ouais. Et oui, c'est un phénomène mondial, mondial. Où les gens n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Et vous vous rendez compte que les poussettes pour chiens se vendent plus que pour les poussettes pour enfants. Que les poussettes pour enfants. C'est un document assez fort sur Envoyé spécial qui était diffusé hier. Bon, ce week-end, c'est le début des batailles, pas de vous, Pascal, des batailles dans The Voice Kids. La semaine dernière, il y a eu un moment fort. Alors, j'ai pas eu le temps de vous passer cette semaine, donc je me rattrape parce qu'on est vendredi. Avec Albert, il a 11 ans et il a chanté un chant traditionnel arménien. C'est juste incroyable. Très beau. Mais ils sont retournés. Ça l'appelle. Évidemment, ouais, les quatre. Mais surtout, évidemment, puisqu'il est à moitié arménien, Patrick Fiori qui a été très ému et qui s'est mis en pleurs en écoutant une voix, c'est une voix d'enfant, quoi. Bien sûr. Et c'est un moment très fort de The Voice Kids. On va voir son chemin. Il s'appelle Albert, il n'a que 11 ans. Vous entendez cette voix ? Incroyable. Cela dit, précisément, il a encore une voix d'ange. Oui, c'est ça. Une voix d'enfant, qu'est-ce que ça sera après la mue ? Oui, absolument. On se retrouve, mais non, ce sera peut-être très beau. Bah oui. On se retrouve dans un instant avec Philippe Bailly et Pascal Bataille pour parler donc de la guerre qui est déclarée entre France Télévisions et le groupe Bolloré. Delphine Ernotte qui a déclaré que CNews était une chaîne d'extrême droite. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Deux invités, Philippe Bailly, président directeur général de NPA Conseil. Vous êtes un spécialiste des médias, et Pascal Bataille qui est resté avec nous, animateur, producteur. On voulait revenir donc sur ces affrontements entre France Télévisions et CNews, et en particulier la prise de parole de Delphine Ernotte qui accuse donc CNews d'être une chaîne d'extrême droite. Et pourquoi il n'y aurait pas de chaîne d'extrême droite ? Alors CNews refute le fait d'être une chaîne d'opinion ou une chaîne d'extrême droite. Ils disent qu'ils racontent le quotidien tel qu'il est. Mais on n'a pas le droit en France d'avoir de chaîne d'opinion marquée à droite ou à gauche ? Non, aujourd'hui, le cadre juridique ne permet pas. On est resté avec le même cadre qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire quand il y avait une demi-douzaine de chaînes, et qu'effectivement, qu'il y avait peu de choix, il fallait que l'équilibre soit sur chacune de ces chaînes. Si vous prenez la presse, parce que, encore une fois, beaucoup de quotidiens, beaucoup de magazines, historiquement, on n'est jamais allé chercher les éditeurs pour savoir s'ils penchaient plutôt à droite, à gauche ou au centre. En radio, de la même manière, parce que la FM a démultiplié l'offre, on a même maintenant la possibilité, juridiquement, ça a été reconnu pour Radio Courtoisie, d'avoir une chaîne qui se revendique de chaîne d'opinion. Aujourd'hui, en télé, ça n'est toujours pas possible. C'est interdit par la loi. Alors qu'on a
4 chaînes d'information à plein temps, et si on ajoute les chaînes généralistes, on a une bonne dizaine de chaînes qui font de l'info tous les jours, qui, y compris tous les jours d'ailleurs, invitent des gens sur leur plateau pour commenter. Il y a eu 1 an et demi, il y a eu toute cette histoire autour de faut-il peser au trébuchet l'opinion de chacun de ceux qu'on a sur un plateau pour que ça soit équilibré. Bon, finalement, on est arrivé à des choses un peu réalistes. Encore une fois, aujourd'hui, peut-être, il faudrait mettre à jour cette réflexion et assumer que y a une offre d'information suffisante en télé pour que de l'un à l'autre on soit certains puissent avoir des couleurs acceptées, assumées, et ça d'autant plus que quand on change d'écran, ou quand d'ailleurs on reste sur le même écran, mais qu'on passe sur YouTube, sur Twitch, ou etc., sur les plateformes digitales, là il n'y a aucune restriction, aucune limitation. Et aucun contrôle. Il y a 2 choses dans l'article du Monde et de Delphine Ernotte. Il y a une première chose, c'est sur la fabrique des opinions. Est-ce que aujourd'hui on sait mesurer si les chaînes de télé peuvent influencer un vote et peuvent influencer une population, qu'elle ce soit de gauche ou de droite? Faut noter qu'il y a le média également qui est disponible si vous allez dans les canaux un peu plus loin de la France Insoumise. Et la deuxième question que je vous pose à tous les deux concernant l'information, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes vont pas plutôt sur les réseaux sociaux pour s'informer, et le danger est peut-être plus là que sur les chaînes Pascal. Certainement que les jeunes, c'est une évidence que les jeunes vont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ça donne d'autant plus de poids, ce que vient de dire Philippe, au sens où on a une législation qui est aujourd'hui obsolète, très certainement, sur les chaînes d'information, et qu'il faudrait laisser celles qui sont clairement aujourd'hui des chaînes d'opinion comme CNews l'être et le reconnaître, l'assumer. Il faut quand même voir aussi dans ce débat, j'essaie de revenir un peu à la question initiale, qu'est-ce qui est à l'œuvre? On a un audiovisuel public qui est aujourd'hui un mammouth, qui mérite vraiment d'être réformé, dégraissé, etc., mais qui est aussi quelque chose d'essentiel dans notre démocratie, et aussi par rapport au niveau, au maintien du niveau culturel, je dirais, des Français, parce que c'est quand même aussi beaucoup des émissions de qualité, des émissions où on laisse le temps, où on fait des documentaires et on les finance, où on fait des émissions où on a le temps de se parler, on n'est pas juste en train de se crier dessus. Donc cet audiovisuel public, il est absolument essentiel de le protéger. Alors il faut le réformer, oui, parce que la blague que j'ai toujours entendu, moi, à propos de France Télévisions, c'est: est-ce que tu sais combien de personnes travaillent à France Télévisions? Et la réponse, c'est la moitié. Bon, donc voilà, c'est un peu cruel, mais c'est pas tout à fait loin de la vérité. Néanmoins, on a une ministre qui, elle, ne veut pas réformer, mais veut clairement faire exploser ce service public, le casser, et d'où effectivement un petit peu certainement la crispation de Delphine Ernotte et la façon dont elle se défend assez maladroitement en allant taxer les autres des qualificatifs qui ne devraient pas sortir de sa bouche à elle. En fait. Dans sa bouche, c'est une insulte. Tout à fait. Ouais. Mais le dernier point, c'est qu'il faut bien voir aussi que CNews appartient à M. Bolloré, et que M. Bolloré est depuis longtemps en coulisses candidat au rachat de France 2 si jamais France 2 est privatisée. Donc il y a aussi là-dessus à l'œuvre dans les critiques incessantes de CNews et des émissions de CNews envers France Télévisions, la volonté d'essayer de participer de l'affaiblissement du service public pour récupérer la mise après. Vous connaissez Pascal Praud, et je le connais aussi. Je pense que personne n'impose quoi que ce soit à Pascal Praud. Je pense que son indignation sur le service public est sincère, et que c'est un constat que beaucoup partagent. Mais enfin, il n'est pas le seul sur CNews à avoir des heures d'antenne, ou sur Europe 1 à avoir des heures d'antenne et à remettre en cause l'indépendance du service public. Et sur ma question, est-ce que les médias fabriquent des opinions? Alors, en tout cas, on leur en fait beaucoup le procès, à tel point d'ailleurs que chacun s'en défend. Non, mais il y a au moment des dernières présidentielles, je crois, ou des précédentes, parce qu'à force les élections s'accélèrent. Je crois que CNews avait montré dans un sondage que en fait ces électeurs n'avaient pas plus voté pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour que la moyenne des Français. Bref, ils étaient presque à rebours pour montrer, vous voyez, non, nous on n'est pas forcément l'asile des partisans de l'extrême droite. Et symétriquement, quand Rachida Dati s'en était pris aux journalistes du service public sur France Inter, derrière il y avait Sybille Veil en l'occurrence, qui avait dit: mais
quand on a 7 millions d'auditeurs tous les jours, non, c'est faux de dire que tout le monde n'y est pas représenté. Mais quand même, globalement, la toile de fond qui est très malsaine, c'est que aujourd'hui, on va dire ceux qui sont plutôt culturellement à droite ont tendance à faire un procès assez systématique, méthodique à France Télévisions, et à Radio France d'être à gauche. Symétriquement, la gauche culturelle, dès qu'on parle d'un homme d'affaires, c'est les milliardaires. Alors Bolloré étant la figure tutélaire, mais avec lui, pourquoi pas demain Rodolphe Saadé, etc. À la fin, il y a une réalité, c'est que faire des médias, faire de l'info de qualité, faire des contenus de qualité, ce que disait Pascal, il faut des moyens, il faut de l'argent. Donc, à un moment, arriver à trouver une forme d'apaisement dans les médias publics financés par de l'argent effectivement public, mais des hommes d'affaires, des entreprises, des entrepreneurs qui financent des médias sans être toujours l'objet d'un procès d'intention sur la manipulation qu'ils rechercheraient. Où est l'Arcom dans cette histoire? Où est le ministère de la Culture? On a l'impression qu'on laisse... c'est un petit peu peut-être la raison pour laquelle Delphine Ernotte s'est exprimée de cette manière, c'est que visiblement elle est toute seule. Est-ce que l'Arcom réagit? C'est à l'Arcom de réagir. Si la chaîne est une chaîne d'extrême droite, comme le dit Delphine Ernotte, l'Arcom doit réagir et interdire cette chaîne si on va au bout de la logique et de la loi. L'Arcom, sous son président précédent, Roch-Olivier Mestre, et en suivant une décision du Conseil d'État, a posé des règles nouvelles pour essayer de mieux mesurer le pluralisme. Mais ça a été fait en l'été 2024, il y a à peine un an. Disons qu'il faut peut-être encore que ça se patine et le voir à l'usage. Là, l'Arcom a publié ces derniers jours un communiqué qui est intéressant, qui parle de l'impartialité du service public. Alors, ce qu'on ne sait effectivement pas, c'est que des chaînes privées doivent être pluralistes et les chaînes publiques, quand on regarde la loi telle qu'elle est écrite, doivent être impartiales. C'est quoi la différence? Alors, qu'est-ce que c'est une information impartiale? Merci Gilles. Vous me confirmez que vous avez 4 heures pour me donner la réponse. C'est quoi? La nuance est compliquée. En tout cas, en ne parlant que du service public, effectivement, Valérie, l'Arcom a un peu donné l'impression que il tirait vers plus que vers CNews, ce qu'il leur aurait reproché depuis. On va voir dans les prochains jours. Disons que c'est dans la séquence récente, l'Arcom n'a pas fait preuve d'une autorité et n'a pas tapé très fort du poing sur la table pour ramener tout le monde à un peu plus de raison. Ouais. C'est le mot de la fin, mais vous reviendrez en parler. Il y a la question du financement aussi. Delphine Ernotte qui dit qu'elle n'a pas assez d'argent. Et hier, Guillaume Durand rappelait assez opportunément que les grandes fortunes des animateurs producteurs se sont faites beaucoup sur le service public. Dans les années 90 en tout cas et 2000, oui. Encore aujourd'hui, je pense. Merci à vous, ce sera un autre débat. Très bon week-end sur Sud Radio à lundi. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.